Philippe Pascal, candidat proposé par le Président de la République aux fonctions de président-directeur général de la Société Aéroports de Paris, ADP, en application de l'article 13 de la Constitution. Comme vous le savez, une telle nomination ne peut intervenir qu'après l'audition de la personnalité pressentie devant chacune des commissions compétentes, à la fois de l'Assemblée nationale et du Sénat, suivi d'un vote à bulletin secret. Monsieur Pascal, avant de céder la parole au rapporteur, permettez-moi de revenir sur votre parcours et de présenter sommairement le groupe ADP. Après une carrière administrative en tant qu'inspecteur des impôts, puis inspecteur des finances et un passage en tant que chargé de mission au cabinet du ministre du Budget, des comptes publics et de la fonction publique entre 2007 et 2008, vous êtes entré au sein du groupe ADP en 2013. Vous ne l'avez pas quitté depuis et y avez exercé les fonctions de directeur des opérations financières et des participations, puis directeur des finances, de la gestion et de la stratégie. Vous êtes aujourd'hui directeur général adjoint, chargé des finances, stratégie et administration, membre du comité exécutif du groupe. Pour rappel, le groupe ADP assure la gestion des principaux aéroports franciliens. Charles de Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget. Le groupe a aussi une activité à l'international où il exploite directement ou indirectement 26 aéroports. Il est également présent dans 120 aéroports dans le monde. Si nous vous entendons aujourd'hui, c'est notamment parce qu'ADP est une entreprise dont l'actionnaire majoritaire est l'État, qui détient actuellement 50,6% du capital du groupe. Chers collègues, vous n'ignorez pas toutefois qu'en application de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite loi Pacte, l'État a désormais la possibilité de privatiser le groupe. Une telle procédure n'est cependant plus d'actualité. La crise sanitaire dont l'impact sur le transport aérien était particulièrement marqué, ayant mené à son report cette question, avait d'ailleurs mené 248 parlementaires le 10 avril 2019, une proposition de référendum d'initiative partagée afin de s'opposer à la privatisation du groupe. Faute de recueillir les 4,7 millions de suffrages nécessaires, le texte n'a pas été proposé ni à prospérer. Après ces dernières années de turbulence, le groupe ADP doit maintenant s'engager en faveur de la décarbonation du transport aérien. Cette audition me paraît donc opportune afin que le candidat puisse exposer sa vision de l'avenir du groupe dans ce contexte de transformation inédite du secteur. Cette audition est publique, cette audition est ouverte à la presse et est retransmise sur le site du Sénat. À l'issue de notre audition, après le départ du candidat, nous procéderons au vote à bulletin secret. Je rappelle qu'il ne peut y avoir de délégation de vote et que le dépouillement sera effectué simultanément avec le dépouillement à l'Assemblée nationale. Votre audition devant la Commission du développement durable, de l'aménagement du territoire et de nos collègues de l'Assemblée nationale a eu lieu le mercredi 5 février dernier. Je rappelle également que votre nomination ne pourra intervenir si l'addition des votes négatifs de chaque commission représente au moins 3/5 des suffrages exprimés dans les deux commissions. Sans plus tarder, je cède la parole à notre rapporteur Stéphane Demilly pour conduire votre audition. Vous pourrez ensuite nous présenter votre candidature et nous faire part de votre retour d'expérience et vos motivations avant de répondre aux questions du rapporteur. À l'issue de cet échange, mes collègues sénateurs vous interrogeront à leur tour, puis vous serez invités à leur répondre. Je vous remercie et je donne la parole au rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à vous tous. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté d'avancer notre commission à 9 h du matin, puisque je suis attendu en commission des lois pour présenter une proposition de loi qui sera abordée dans l'hémicycle la semaine prochaine. Et donc, je m'éclipserai avant de revenir naturellement pour le vote final. Monsieur le Président, mes chers collègues, cher Monsieur Pascal, il revient fréquemment au rapporteur d'une audition article 13 de s'interroger sur la pertinence du curriculum vitae du candidat avec les fonctions auxquelles il aspire. Vu les fonctions que vous exercez depuis 12 ans maintenant au sein du groupe ADP, je ne vais pas m'attarder sur ce point, d'ailleurs le président Longeau vient de le faire, et n'ai donc qu'une seule question à vous poser à ce propos, je parle du management. Vous avez déjà exercé des postes de direction au sein du groupe. Quelle est votre vision du management que vous souhaitez promouvoir au sein d'ADP dans un contexte de difficultés de recrutement rencontrées par le groupe? Comment allez-vous procéder pour renforcer son attractivité?
J'en viens maintenant à votre vision du groupe ADP. À titre liminaire, je souhaiterais entendre votre analyse sur l'actualité fiscale brûlante concernant le secteur aérien, notamment celle de l'augmentation du tarif de solidarité sur les billets d'avion, le fameux TSBA, dont on a beaucoup parlé ici dans cette commission. Quel regard portez-vous sur cette mesure et quel sera son impact sur le groupe ADP et l'attractivité des aéroports parisiens? J'aurai ensuite plusieurs questions à propos de 7 enjeux pour le groupe. Premièrement, le transport aérien doit se décarboner au plus vite, ça aussi c'est un sujet que nous traitons régulièrement ici, afin d'atteindre la neutralité carbone vers 2050. Les gestionnaires d'aéroports ont bien sûr un rôle à jouer dans cet effort, notamment en matière d'électrification dans les opérations au sol et de fourniture de carburant aérien durable aux aéronefs. Nous en parlions avec un collègue il y a un instant. Le déploiement d'infrastructures de stockage et de distribution d'hydrogène pose également des difficultés opérationnelles majeures. Si vous devenez président directeur général d'ADP, quelle serait votre stratégie pour mener à bien ces investissements? Considérez-vous qu'il faille les mener uniquement en France et dans les pays où un cadre normatif strict s'applique, ou comptez-vous décarboner l'ensemble de vos activités, y compris dans les pays où les normes en vigueur sont un peu moins ambitieuses? Je tiens également à évoquer avec vous, et ce sera mon deuxième point, les relations que vous entretenez avec les compagnies aériennes et bien sûr avec notre compagnie nationale Air France. Benjamin Smith, le directeur général d'Air France KLM, a ainsi estimé que son entreprise était, je cite ses propos, moins bien traitée que les compagnies étrangères, car elle ne bénéficierait pas d'un taux de points d'embarquement au contact aussi comment dirais-je, favorable que les compagnies étrangères. Cette dernière affirmation est-elle exacte? Quels moyens pourraient être mis en œuvre afin d'améliorer vos relations avec Air France et ainsi de mieux répondre aux demandes de notre compagnie nationale? Vous avez déclaré souhaiter qu'ADP signe un contrat de régulation économique, CRE, d'ici la fin de l'année, ce qui permettra de donner une prévisibilité à vos relations tarifaires avec les compagnies aériennes. Le cadre juridique actuel encadrant les fameux CRE vous semble-t-il satisfaisant? Troisième point, un CRE exige de définir des hypothèses de trafic. Ma troisième question porte donc sur la stratégie que vous comptez insuffler au groupe ADP. L'activité nationale est limitée par le nombre de plateformes exploitées. Sa croissance éventuelle suppose donc, me semble-t-il, d'augmenter le volume de trafic dans les aéroports franciliens. Vous avez cependant déclaré à l'Assemblée nationale qu'il ne faut, je vous cite, recourir à l'aérien que lorsqu'il est justifié, car, je vous cite toujours, le tout aérien n'est pas responsable. Pour donner sa juste place au transport aérien, faut-il élargir les interdictions de liaisons intérieures s'il existe une alternative ferroviaire? Vous vous êtes opposé, à l'inverse, à des mesures de plafonnement du nombre de vols. Comptez-vous donc plutôt augmenter le volume du trafic à Paris-Charles de Gaulle et à Paris-Orly? Quelle est, en somme, votre ambition pour les aéroports franciliens? Votre groupe est également particulièrement présent à l'international, comme l'a rappelé en introduction le président Longeot. Considérez-vous que la croissance externe et la conquête de nouveaux marchés soient une stratégie pertinente pour le groupe? J'en viens maintenant au quatrième point, qui est un sujet complexe, les fameuses dépenses de sûreté et de sécurité. Ces dépenses sont financées, nous le savons ici, par le tarif de sûreté-sécurité, dit T2S, qui est une taxe payée par les usagers à l'achat d'un billet d'avion. Dans les plus grands aéroports, un ticket modérateur est prévu. Le produit du T2S ne couvre que 94% des dépenses de sûreté-sécurité, 6% restant à la charge des exploitants. Pendant la crise sanitaire, les recettes de T2S ont fortement diminué, tandis que les dépenses de sûreté-sécurité sont plutôt restées stables. L'État a donc consenti, rappelez-vous, des avances aux aéroports pour un montant total de 700 millions d'euros. Afin d'en favoriser le remboursement, sans pour autant augmenter trop fortement le montant du T2S qui serait répercuté bien entendu sur le prix du billet d'avion, la loi de finances a prévu une augmentation du ticket modérateur du T2S en le faisant passer de 6 à 8%. Or, ADP doit mener des investissements coûteux pour s'équiper en nouveaux systèmes de contrôle
au poste d'inspection filtrage, les fameuses ODS cabines. Comment comptez-vous assurer la maîtrise de ces fameuses dépenses de sûreté-sécurité alors que le groupe doit rembourser les avances consenties par l'État et faire face à la hausse du ticket modérateur et aux nouveaux investissements en équipement de pointe? Ma cinquième question porte sur d'autres investissements particulièrement lourds, mais tout aussi essentiels. Hier, d'ailleurs, le Sénat a organisé un colloque à l'occasion des 20 ans de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Pourriez-vous présenter à notre commission les actions que mène déjà ADP et que vous comptez mener à l'avenir pour faciliter l'accessibilité de vos plateformes en France et bien sûr également à l'étranger? J'en viens à mon avant-dernier point. Vous êtes ici devant la commission qui se préoccupe en premier chef d'aménagement du territoire. Et donc ma sixième question porte sur le lien entre les aéroports franciliens et leur territoire. Le projet CDG Express devrait aboutir d'ici 2027. Pouvez-vous présenter rapidement les impacts attendus de sa mise en œuvre? Pourra-t-il être utilisé par les salariés des entreprises actives sur la plateforme dans le cadre d'un abonnement de transport ou sera-t-il seulement utilisable en achetant un billet individuel dont le prix devrait être particulièrement élevé, environ 20 €? Je voudrais également, bien sûr, en tant que sénateur de Picardie, des Hauts-de-France, avoir un mot pour la liaison entre CDG et les Hauts-de-France, et la Picardie, et Amiens en particulier, qui est bien sûr particulièrement importante pour nous. Le groupe ADP est-il impliqué dans la mise en œuvre du barreau ferroviaire Roissy-Picardie? Plus largement, vous avez annoncé souhaiter renforcer l'intermodalité à CDG et à Orly. Comment comptez-vous le faire afin de transformer vos aéroports en véritables plateformes multimodales? Dernier point, dernière question, monsieur le candidat. Le lien entre l'aéroport et son territoire implique également des nuisances, notamment des nuisances sonores. Comptez-vous déployer une stratégie afin de mieux répondre aux attentes des riverains des plateformes de Paris-Orly et de Charles de Gaulle en matière de nuisances sonores? Faut-il renforcer le couvre-feu en vigueur à Orly et peut-être en créer un pour Roissy-Charles de Gaulle? Des solutions alternatives ou complémentaires pourraient-elles être mises en œuvre, notamment via une modulation accrue des redevances? Comment comptez-vous lever les freins réglementaires à l'insonorisation des logements? Voilà, monsieur le candidat, la salve de questions que je souhaitais soumettre à votre sagacité. Et merci pour vos réponses. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le candidat, je vous donne la parole. Bien. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs. Je suis très honoré d'être devant vous aujourd'hui pour vous présenter ma vision de l'entreprise, pour vous présenter les projets que j'ai pour le groupe ADP, si bien entendu vous m'accordez votre confiance pour en être le prochain président-directeur général. La dernière fois que je me suis présenté devant vous, devant votre commission, je me tenais auprès d'Augustin de Romanet. Et avant toute chose, je tenais à saluer son action à la tête de l'entreprise. Pendant 12 ans, il n'a eu de cesse que de faire progresser la qualité de service au sein de nos aéroports. Il a fait rayonner le groupe à l'international et il l'a positionné comme un leader, un pionnier de la transition environnementale dans le secteur aérien. Son bilan parle de lui-même, les résultats sont là. Et à titre plus personnel, je tenais aussi à le remercier pour sa confiance et j'ai été fier de mener auprès de lui des projets structurants pour l'entreprise, pour le secteur en France comme à l'international. Alors, vous avez rappelé mon parcours, monsieur le président. À l'issue de mes études, j'ai choisi de servir et de servir l'État. Et durant toute ma vie professionnelle, j'ai cherché à mettre la technique au service du stratégique, à réconcilier le court terme et le long terme, et à concilier la mission de service public avec un fort esprit d'entreprise. Et c'est ces marqueurs que vous retrouvez tout au long du parcours que vous avez décrit. Alors, le groupe ADP, c'est 250 métiers, c'est 6 000 salariés à Paris, c'est 26 000 salariés dans le monde. C'est des femmes, des hommes engagés, des personnes
passionnés par le métier de l'aérien. Et c'est cette équipe de passionnés qui, pour répondre à votre question, Monsieur le Président, est ma principale motivation pour continuer après 12 ans au sein d'ADP. Cette équipe de passionnés qui est en fait la raison pour laquelle je suis aujourd'hui devant vous. Alors, permettez-moi de revenir aussi sur la vision de l'entreprise, sur l'expérience que j'ai pu avoir depuis ces 12 ans. L'entreprise va fêter ses 80 ans cette année. Elle s'est imposée comme un leader mondial dans le secteur aéroportuaire. Elle a accueilli plus de 326 millions de passagers l'année dernière, plus de 100 millions à Paris. Et c'est un modèle qui est unique, une entreprise qui est singulière. C'est un modèle qui est unique parce que c'est tout d'abord une entreprise qui a une mission de service public, mais qui peut s'appuyer fortement, sans se trahir, sur un esprit d'entreprise. Et c'est cette double culture qui fait sa richesse, mais qui fait aussi sa complexité. C'est un modèle unique car c'est la seule société cotée en bourse détenue majoritairement par l'État. C'est une double responsabilité que nous avons devant la puissance publique, mais aussi devant les actionnaires privés, au premier rang desquels vous avez 99% des salariés de l'entreprise. C'est un modèle unique aussi parce que, comme vous l'avez rappelé, on exploite les aéroports parisiens, les 3 aéroports parisiens qui sont des infrastructures stratégiques, vitales pour le pays, mais on exploite aussi 26 aéroports dans le monde. Et ce développement à l'international doit se faire et se fait sans nuire à sa mission de service public à Paris. Alors, les aéroports, et notamment les aéroports parisiens, sont de puissants instruments au service de nos territoires. D'abord pour l'emploi. À Paris, c'est 120 000 emplois directs, c'est 420 000 emplois indirects. Les aéroports, c'est aussi un atout pour les territoires, de par l'énergie dont il a besoin, mais l'énergie aussi qui est partagée et qui doit être partagée encore plus avec les territoires. Demain, il y aura le solaire, il y aura aussi l'hydrogène au sein de nos plateformes. C'est aussi les territoires dans le cadre des nouvelles mobilités. Nouvelles mobilités avec l'accessibilité plus forte, plus intense de nos plateformes, mais également nouvelle mobilité pour l'ensemble des territoires riverains aux plateformes aéroportuaires. Et vous savez, et je sais que, monsieur le rapporteur, vous y êtes sensible, nous avons travaillé sur ces sujets-là, sur les 2 plateformes à Orly, avec la nouvelle arrivée de la ligne 14, et bientôt un jour la ligne 18, à CDG, avec le RER B qui va être rénové, mais aussi avec l'arrivée de la ligne 17, avec le barreau Roissy-Picardie, et bien entendu avec le CDG Express que vous avez abordé, qui arrivera en mars 2026. Le groupe ADP, c'est aussi un outil de rayonnement pour la France. C'est un outil de souveraineté, c'est un outil d'emploi non délocalisable. C'est un outil qui est aussi un instrument de relocalisation de la richesse. Un touriste étranger, un homme d'affaires, un passager qui est simplement en correspondance et qui ne sort même pas de l'aéroport, c'est autant de richesses pour la France, mais aussi pour ses territoires. Un avion basé sur nos plateformes est un avion qui crée de l'emploi. Alors, mesdames et messieurs les sénateurs, je suis convaincu que cette entreprise a un très fort potentiel et je suis convaincu qu'elle a des atouts exceptionnels pour faire face aux nombreux défis à venir. Alors, quelle est mon ambition? Quels sont mes engagements pour cette entreprise? Mon ambition est simple, c'est que l'entreprise poursuive sa transformation afin d'en faire un référent et une référence mondiale en matière d'attractivité, en matière d'hospitalité. Mon ambition aussi, c'est que l'entreprise devienne un exemple de transition environnementale pour le secteur aérien. Regardons les choses en face. Le transport aérien est au centre de débats, au centre de questionnements légitimes. Il représente 2 à 3% des émissions mondiales de CO2, il soulève des questions environnementales, il soulève des questions d'aménagement du territoire, il soulève des questions de nuisances sonores. Et je sais ici
combien vous êtes sensible à ces problématiques. En même temps, le voyage en avion représente encore un rêve pour de nombreuses personnes. Parfois aussi, il s'impose comme une nécessité à laquelle notre mission de service public doit répondre. L'aérien a une contribution déterminante au développement économique des pays développés, mais aussi des pays émergents dans lesquels nous sommes présents. Il a, et ça j'y tiens, aussi pour une mission, au regard de ce qui est du préambule de la Convention de Chicago de 1944, la mission et la vocation première de préserver l'amitié et la compréhension entre les nations et les peuples. C'est une vision qui me semble plus que jamais d'actualité dans un monde où la tentation est le repli sur soi. Alors le secteur aérien a un rôle déterminant à jouer. Sa pérennité réside dans sa capacité à se transformer. Il faut sortir du débat manichéen du plus ou du moins aérien. La vraie question est plutôt celle du modèle que nous voulons pour l'aérien. Alors, tout d'abord, ce modèle doit s'appuyer sur 4 engagements forts que je prends devant vous. Le premier, c'est de ne recourir à l'aérien que lorsqu'il est justifié. Je l'ai dit devant l'Assemblée nationale, vous en avez fait mention, monsieur le rapporteur. Je veux peut-être un peu plus l'expliquer ici. Oui, le tout aérien n'est pas responsable. Il nous faut trouver la juste place de l'aérien et cela repose sur 2 convictions. La première, c'est que le développement de l'intermodalité est une solution gagnante, que nous devons accélérer sur les connexions train-avion en faisant de nos aéroports des hubs multimodaux. L'intermodalité, d'ailleurs, est au cœur des projets que nous allons développer à Orly, comme à CDG, projets que nous avons d'ores et déjà soumis à la concertation publique à Orly et que nous nous apprêtons à soumettre à CDG. La deuxième conviction, c'est que l'aérien et l'avion restera la seule solution pour certaines destinations, qu'elles soient lointaines, difficilement accessibles, mais l'aérien devra continuer à jouer un rôle clé dans l'aménagement du territoire, et du territoire français. Je pense en particulier aux territoires ultramarins, aux territoires ruraux, et en cela, les travaux du Sénat, notamment le rapport de vos collègues, Josiane Costes et Vincent Capo-Canellas, nous le rappellent à juste titre. Mon deuxième engagement est de décarboner l'aérien. C'est possible. On en veut pour preuve les annonces faites par Safran sur le premier moteur d'avion électrique certifié au monde. Il y a aussi l'arrivée des carburants durables et peut-être un jour de l'hydrogène. Notre industrie est capable d'innover pour se décarboner, réduire son impact environnemental. Et effectivement, comme vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, cela suppose d'adapter nos infrastructures, nos opérations, par exemple pour développer le roulage électrique, pour développer la géothermie ou encore l'énergie solaire. Nous y travaillerons et nous accélérerons sur ce sujet-là. À l'échelle du secteur, et c'est un enjeu clé, je souhaite accentuer le soutien du groupe ADP à la massification des carburants aériens durables, qui représente la brique majeure de la décarbonation de l'aérien. Je sais que vous y êtes tout particulièrement attentif au sein de cette commission, Monsieur le Président, et que le rapporteur de Milly a aussi un long engagement sur ce sujet. Un soutien du groupe ADP, donc à la fois comme investisseur, mais aussi comme structuration d'une filière nationale ou européenne, sera apporté dès lors que ce marché est aujourd'hui garanti, et garanti notamment par des textes européens. Nous sommes favorables à la structuration rapide de cette filière, comme l'ont fait d'autres pays, en premier lieu les États-Unis. Il faut que l'Europe rattrape ce retard et retrouve sa position de leader. Nous sommes notamment favorables au book and claim qui agirait comme un accélérateur et qui permettra de développer encore plus les carburants durables à travers l'Europe. À cet égard, je veux souligner la qualité du rapport de la mission d'information du Sénat sur les biocarburants en 2023, publié et présidé par le sénateur De Vinaz et dont les recommandations méritent d'être suivies et portées. Le troisième engagement est l'insertion réussie dans les territoires.
Nos aéroports parisiens représentent la moitié de la ville de Paris. Cette empreinte foncière fait de nous un acteur clé de l'aménagement du territoire en matière de mobilité, d'énergie, d'emploi. Nous devons prendre toute notre part sur ces sujets, aux côtés des élus, aux côtés des acteurs locaux, et je veux plus encore impliquer l'entreprise dans ces projets. Nous l'avons fait, nous devons continuer à le faire en amplifiant ce travail collaboratif, et j'y reviendrai à la fin de mon intervention, notamment à travers le lancement d'un contrat de régulation économique. Alors, soyons clairs, cela veut dire aussi, lorsque l'on souhaite s'insérer dans les territoires, mieux lutter contre les nuisances sonores, notamment en durcissant les sanctions pour les acteurs qui ne respectent pas le couvre-feu, en soutenant le renouvellement des flottes par notre modification de structure tarifaire, en soutenant également le déploiement des descentes continues sur nos aéroports, en lien avec la navigation aérienne. Et j'y serai particulièrement attentif. Le quatrième engagement que je prends est la garantie d'une contribution positive pour nos clients, nos partenaires et nos salariés. La contribution positive de l'aérien pour nos passagers, et au premier rang desquels les passagers en situation de handicap. Nous avons fait beaucoup, sous la présidence d'Augustin de Romanet pendant les Jeux olympiques et paralympiques, pour relever considérablement le niveau de notre accueil des personnes en situation de handicap. Nous devons poursuivre cet effort à travers la généralisation des procédures expérimentées et de nouvelles initiatives sur l'accueil des personnes en situation de handicap. Plus généralement, pour l'ensemble des passagers, l'objectif est que CDG reste dans le top 5 des meilleurs aéroports du monde et Corly, qui est désormais le meilleur aéroport régional d'Europe, améliore encore son placement. Ensuite, je souhaiterais une contribution positive pour les compagnies aériennes en matière de performance opérationnelle, en travaillant bien sûr avec l'ensemble des compagnies aériennes et en premier lieu avec Air France. Et enfin, je souhaite une contribution positive pour nos prestataires et nos salariés en matière d'épanouissement au travail, de partage de la valeur et de réduction des accidents du travail. Alors, avec cette ambition, avec l'ensemble de ces engagements, nous avons une grande opportunité, faire de cette réinvention une réinvention française, tant l'industrie aéronautique française est un leader dans le monde et doit le rester. Elle peut rester pionnière, pourvu qu'on s'en donne les moyens, pourvu que l'on parie sur cette filière sans l'accabler. C'est en tout état de cause le rôle que je souhaiterais pouvoir donner et faire jouer à l'entreprise. Alors, avec cette ambition, ces moyens, quelle va être la méthode? La méthode étant un point majeur dans un monde de pluriactivité et de pluriacteurs. Le premier élément de méthode est de mobiliser tous ces acteurs autour d'un projet commun et de long terme. Il est du devoir du groupe ADP de faire en sorte que tout le monde œuvre dans le même sens sur nos aéroports. Je vais donc m'employer à renforcer les liens entre les acteurs internes et externes et en les associant à un projet collectif. Je souhaite un dialogue élargi, un dialogue intensifié, un dialogue apaisé avec l'ensemble de ces acteurs. C'est pourquoi je souhaite lancer sans attendre les travaux préparatoires à un nouveau contrat de régulation économique et déposer une première proposition de ce contrat avant la fin de cette année. Ce contrat va s'appuyer sur les concertations publiques qui ont été menées à Orly, qui vont être menées à CDG. Il va être aussi l'instrument d'une mobilisation plus large, un support à tous nos échanges avec toutes les parties prenantes, les parlementaires, les élus locaux, les acteurs économiques, les associations, les riverains, les clients et bien entendu les compagnies aériennes, mais aussi nos prestataires et nos salariés. Le deuxième élément de méthode, c'est de réinvestir sur notre cœur de métier. L'important est de faire ce que l'on doit faire sans se disperser pour aller plus vite. Il s'agit de se mobiliser autour de 3 axes principaux: la transformation des plateformes parisiennes, notamment en investissant et en investissant lourdement. Mon objectif est d'augmenter de 50% nos investissements annuels ici à Paris. Investir, c'est notre métier.
investir est créateur d'emplois. Le deuxième axe, c'est la dynamisation de notre nouvelle marque d'hospitalité, Extime, qui est une marque qui s'implante, qui est implantée à Paris, qui doit se généraliser à Paris, mais qui doit se répandre dans le monde. Troisième axe, c'est la sécurisation de la contribution de nos activités internationales. En effet, sans les activités commerciales, sans les activités immobilières, sans les activités internationales, nous ne pourrons pas poursuivre nos investissements et nos investissements de long terme, notamment à Paris. Ces éléments sont vitaux pour l'équilibre général de l'entreprise. Le troisième élément de méthode, c'est d'avoir une culture d'entreprise qui soit plus forte et plus agile. Nous avons accueilli ces 3 dernières années, plus de 1000 collaborateurs. D'ici 2035, plus de la moitié des salariés, c'est-à-dire plus de 3000 collaborateurs, vont partir à la retraite, sur à peu près 6000 collaborateurs à Paris. L'entreprise va donc être confrontée à un très fort renouvellement de ses compétences. Ce renouvellement ne peut se faire que s'il y a un collectif qui est mobilisé, des salariés qui sont engagés, sans que cette entreprise soit une entreprise agile. Bref, sans cette équipe de passionnés que je mentionnais tout à l'heure. Et je serai donc particulièrement attentif à cela. Alors pour conclure, vous l'aurez compris, j'ai conscience des responsabilités d'un dirigeant d'une entreprise stratégique pour son pays, vitale pour son économie. J'ai aussi conscience des attentes fortes de nos clients passagers, des compagnies aériennes, des territoires. J'ai conscience de la responsabilité d'un dirigeant auprès de ses salariés, sans lesquels nous ne pourrons rien faire. J'ai des convictions quant au chemin sur lequel je souhaite emmener le groupe ADP. Je sais et je souhaite le faire collectivement, avec tous et sous le contrôle du Parlement. Voilà, je suis maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Peut-être commencer par les questions de Monsieur le rapporteur, si vous permettez, Monsieur le Président. Question que je n'ai pas totalement abordée dans ces différentes, dans ma courte présentation. Déjà sur la question fiscale. Alors, le groupe ADP, vous le savez, a depuis 2 ans maintenant une contribution publique qui augmente via l'imposition. Déjà, la création de la taxe sur les infrastructures de longue distance, pour lequel le groupe est redevable à plus de 130 millions d'euros. La hausse, que l'on espère ponctuelle, de l'impôt sur les sociétés pour cette année, pour environ 130 millions d'euros également. La hausse du ticket modérateur que vous avez mentionné, un ticket modérateur qui passe de 6 à 8%, qui va contribuer à nous faire payer environ 25 à 30 millions d'euros de plus. Et enfin, l'impact de la taxe de solidarité sur les billets d'avion. Cette taxe aura un impact. Elle aura un impact notamment sur le prix des billets et donc, in fine, sur la demande de transport aérien et donc sur la dynamique de trafic qui pèsera sur le groupe ADP, mais qui pèsera en premier lieu sur les compagnies aériennes. Cette taxe, elle va nécessairement nuire à la compétitivité de ces compagnies, à l'attractivité de nos plateformes, soit. Il nous faudra pour autant poursuivre nos différents engagements, nos engagements de décarbonation, nos engagements d'investissement et de transformation, d'accompagnement du développement et de la compétitivité des compagnies aériennes. C'est cet équilibre qu'il faudra que nous trouvions, un équilibre complexe. Et effectivement, dès lors que ces taxes sont structurelles, elles pèsent sur notre capacité d'investissement collectif pour les compagnies aériennes comme pour les aéroports. Toujours sur les taxes, sur la question de la taxe sûreté, le ticket modérateur. Alors oui, le ticket modérateur qui nous conduit à finalement prendre en charge définitivement une part de la sûreté qui est une prérogative régalienne, va augmenter de 6 à 8%. À ce stade, le ticket modérateur n'est payé que par un aéroport en France, c'est ADP.
Donc ce ticket va augmenter, étant précisé que ADP n'est pas un aéroport comme les autres. Il a une dimension sans commune mesure avec l'ensemble des aéroports régionaux. Il a aussi une structure de trafic sans commune mesure avec un important trafic international, avec un trafic en correspondance, c'est un tiers du trafic de CDG. Et donc il va être difficile pour le groupe, par des optimisations quelconques, de revoir ses coûts de sûreté à la baisse. D'autant plus que l'essentiel des coûts de sûreté sont liés à des prescriptions de l'État, en termes d'équipement notamment. Donc c'est une taxe, quelque part, pour solde de tout compte. Il va être difficile de l'absorber. Effectivement, aujourd'hui, nos taxes ne sont pas optimisables, ni dans un sens, ni dans un autre. Et donc, c'est une contribution définitive. Voilà pour l'essentiel des éléments. Je pourrais revenir plus accessoirement sur les autres questions, si vous le souhaitez. Merci. Je vais donner la parole à Franck Derzin. Oui, c'est là. Oui, mais merci, Monsieur le Président. Sur les nuisances aéroportuaires, si j'ose le mot, je dirais que vous avez un peu survolé pour l'instant la question. Ce n'est pas simplement un problème pour Roissy ou pour Orly, c'est le problème pour tous les aéroports de France. Je le vis, moi, dans les Hauts-de-France avec, par exemple, l'Équin. La problématique, elle n'est pas tant, si vous voulez, sur les avions qui transportent des voyageurs, mais celle des avions cargo, qui sont un peu plus brillants, dont la flotte est plus ancienne et qui, évidemment, fonctionnent plutôt la nuit. Or, ce transport de marchandises, de fret, est très important pour l'économie du pays, mais aussi pour l'économie d'ADP. Donc, si vous pouvez un peu nous expliquer comment on peut concilier à la fois cette problématique économique et de respect du bruit. Sur la décarbonation net zéro, vous avez abordé aussi un peu la question, mais j'aimerais bien que vous détailliez un peu la feuille de route du groupe en matière de décarbonation. Sur la stratégie internationale, moi, je suis très heureux de voir, on a deux grands groupes, avec Vinci Airport et puis le vôtre, et je suis très heureux de voir comment vous essayez de vous développer dans le monde et faire connaître le savoir-faire français en la matière. Là aussi, si vous pouviez un peu détailler, sans tout dire évidemment parce qu'on ne peut pas tout dire, votre stratégie en la matière. Sur Roissy 2050, maintenant que le terminal 4 a été abandonné, on peut le dire, comment ADP peut-il absorber la hausse du trafic de voyageurs qui se profile jusqu'en 2050 ? Avant-dernière question, vous étiez un remarquable numéro 2 du président. Comment allez-vous vous organiser ? Quel sera le futur numéro 2 ? Quelle équipe autour de vous ? Et puis pour finir sur une note d'humour, en 1963, j'avais 1 an et Beko chantait le dimanche à Orly. Quand est-ce qu'on pourra retourner le dimanche à Orly sans pour cela prendre l'avion ? Merci. Merci. Je vais donner la parole à Jean Bassi. Jean, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président. Je ferai une question qui va vous paraître un peu personnelle, simplement, surtout en tant qu'utilisateur. Apparemment, dans le programme de redéploiement de son activité, Air France envisage d'abandonner les lignes intérieures pour se consacrer plus spécifiquement sur des lignes européennes. Mais il n'abandonne pas les créneaux qu'il a sur Orly. Ce qui veut dire que les opérateurs qui vont prendre la place d'Air France aujourd'hui, en intérieur, ne pourront pas atterrir à Orly parce qu'il semblerait que l'aéroport soit relativement saturé. Et donc, les lignes intérieures vont aller aboutir à Roissy.
En tant qu'utilisateur, quand on atterrit à Orly le matin bonne heure, on met une demi-heure pour rentrer dans Paris. Quand on atterrit à Roissy, il faut 1h30. Ce qui veut dire que vous avez toute une partie de cette clientèle qui va se détourner de l'avion et qui va retourner vers le TGV. Voilà. Est-ce que vous avez une influence là-dessus et est-ce que vous avez des réponses? Merci, Monsieur le Président. Monsieur Martin, je tiens à saluer votre parcours et votre présentation et saluer aussi l'action de votre prédécesseur, Monsieur de Romanet, pour cette bel outil de souveraineté. Vous l'avez indiqué, Aéroport de Paris, et je suis satisfait qu'on ne l'ait pas privatisé il y a quelques années. Et c'était un combat. Moi, je voudrais revenir sur les questions des nuisances sonores, puisqu'avec mon collègue Gilbert-Luc de Vinaz, nous avons une mission d'information sur les nuisances sonores causées par les transports. Donc déjà, les collègues ont abordé ces questions-là, mais je voudrais revenir sur le sujet des couvre-feux et des restrictions sonores pour avoir un petit peu votre position sur ces questions-là, sur est-ce qu'il faut une extension des couvre-feux existants déjà entre Paris et Orly, ça vous semble pertinent? Sur la question des redevances aéroportuaires qui contribuent à l'incitation, à la modernisation de la flotte, faut-il renforcer les modulations pour inciter plus efficacement les compagnies à moderniser leur flotte et ainsi donc à réduire l'impact sonore du trafic aérien? Il y a également la question de la taxe sur les nuisances sonores aériennes qui finance, comme vous le savez, l'insonorisation des logements. La question de son augmentation afin d'accélérer le rythme des travaux d'insonorisation des logements impactés, que ce soit pour Paris-Charles de Gaulle ou pour Orly. Et il y a quelques semaines, nous avions l'audition pour le nouveau président de la CNUSA. Il avait été question à ce moment des sanctions de cette autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. Aujourd'hui, la CNUSA inflige des amendes pouvant atteindre 20 000 € pour une infraction en journée, 40 000 € la nuit. Mais toutefois, ces sanctions sont parfois jugées insuffisamment dissuasives face aux enjeux liés aux nuisances sonores. Et la CNUSA a proposé de quintupler les plafonds portant à 100 000 €, à 200 000 € afin de renforcer l'efficacité de la sanction. Quelle est votre position, vous, en tant que futur probable président d'ADP, sur l'augmentation de ces plafonds afin de mieux faire respecter les réglementations? Merci. Merci. Je vais donner la parole à Cyril Pellevat. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le candidat, au regard de l'évolution du trafic passager au niveau global sur le groupe, on constate que l'aéroport de Charles de Gaulle et Orly sont les deux aéroports parisiens qui peinent à retrouver leur niveau de trafic de 2019. Après l'abandon du terminal 4, les débats sur le couvre-feu à Charles de Gaulle et faisant suite à votre positionnement sur le développement raisonné du transport aérien s'agissant des aéroports parisiens, doit-on considérer que celui-ci est et restera asymptotique pour les années à venir? Ensuite, j'ai une autre question. Le ratio dette sur EBITDA s'établit à 4,2 au 30 juin 2024. Votre objectif est de le ramener pour 2025 à 3,5. Quelle est votre feuille de route pour y parvenir? En outre, les remboursements des dettes, selon l'échéancier, vont s'élever à plus de 1 milliard d'euros pour l'année 2026. Quel pilotage de trésorerie envisagez-vous et est-ce que vous envisagez des stratégies de refinancement de cette dette? Et si oui, laquelle? Parce que derrière, ça va aussi peser sur les dividendes de l'État. Merci. Merci, chers collègues. Je vais donner la parole à Olivier Jacquin. Merci, Président. À vous entendre, on entend plus une entreprise, une grande entreprise et une holding financière raisonnée qu'un service public nécessaire pour nos concitoyens qui sont amenés à prendre l'avion. Je vous ai assez peu entendu sur la modernisation des aéroports parisiens, sur la décarbonation notamment, et sur cette dimension service public. Une question précise, quelles sont les consignes de l'Agence de participation de l'État relativement à vos investissements à l'étranger en général? Je vous remercie. Merci. Je vais donner la parole à
Jacques Fernic. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président candidat. Oui, au regard des enjeux climatiques et énergétiques, il est clair que l'aérien doit considérablement évoluer. Alors, vous l'avez dit, parmi vos préoccupations principales, il y a la volonté, je vous cite, de recourir à l'aérien que quand il est justifié. Cette obligation ne peut pas reposer sur la simple bonne volonté des acteurs. Alors, quel levier, quelle régulation, quelle autorité pour piloter les modalités de cette volonté affichée? J'ai été effectivement, comme un certain nombre de mes collègues, un peu interloqué par le bref survol que vous avez consacré à la question des nuisances sonores. Donc c'est en 2 mots que vous les avez évoqués, une nuisance sonore. J'aurais aimé en avoir un peu plus, et je pense beaucoup d'habitants de la région parisienne. Enfin, alors mon collègue Ronan Dantec n'est pas là, il ne peut pas être parmi nous, il l'aurait abordé mieux que moi sûrement, sur les carburants alternatifs. Hein, cette piste a-t-elle vraiment un modèle économique viable? Car enfin, pour assurer la compétitivité de ces carburants, il faudrait, ce qui ne serait pas une mince affaire, diviser par 5 le prix de l'électricité en France. Bien sûr, le soutien à des avions plus économes en énergie est un fort enjeu, et Airbus l'a bien compris, mais engouffrer l'argent public, le gaspiller dans le contexte budgétaire actuel en investissant dans des carburants au modèle économique hors de portée, n'est-il pas une fuite en avant incohérente? Merci, chers collègues. Je vais donner la parole à Damien Michelet. Merci, Président. Monsieur le Président candidat, merci de votre exposé. Moi, j'ai 3 questions. Les 3 questions sont en lien avec la directive européenne qu'on aura à débattre entre nous, en tout cas sa transposition en droit français. 3 questions un peu différentes. Une plus sur le modèle économique et sur le creux et la capacité d'en adopter un. Comment vous le voyez? Sur quelle temporalité? 5 ans, 10 ans, 15 ans? Allez, soyons taquins, 20 ans. Donc, quelle est votre position? Est-ce que c'est une opportunité pour vous, une opportunité pour ADP, mais aussi une opportunité pour toutes les compagnies qui pourraient venir? Ensuite, 2 sujets un peu plus environnementaux. Le premier, c'est sur la directive qui motive notamment ADP, à se substituer en fait aux APU au moment des parkings. Est-ce que vous êtes au rendez-vous? Est-ce que vous avez pu déployer toutes les connexions électriques et d'air conditionné dans les temps? Est-ce que vous êtes dans les temps? Est-ce que vous êtes en avance? Et pour finir, et pour rejoindre un peu mon collègue sur une autre... Sur quand même un autre esprit sur les CAD, puisqu'il y a quand même une ambition à 2050 affichée, mais aussi législative, d'avoir 70% de CAD. Est-ce que vous considérez que la filière est en capacité de fournir, ne serait-ce que les 1,5% attendus cette année, mais est-ce qu'elle s'organise pour être au rendez-vous en 2050 et inverser totalement le rapport de force sur les énergies fossiles et les CAD? Merci. Merci, chers collègues. Je vais donner la parole à Gilbert Luc de INAZ. Oui, merci, Monsieur le Président. Lorsque l'on a fait avec Capo Canellas la mission biocarburant, carburant de synthèse, hydrogène vert, on vous a auditionné et on avait noté à l'époque la ferme volonté d'ADP de s'inscrire dans la décarbonation de son fonctionnement et du secteur aérien. On avait noté aussi qu'à l'époque, vous vous prépariez à accueillir des avions à hydrogène. Or, dernièrement, Airbus fait part des difficultés de ce type d'avion. Vous aviez évoqué une stratégie. Comment, avec cette évolution d'Airbus qui, tout compte fait, recule sur l'avion hydrogène, vous vous y préparez? Qu'est-ce que ça change dans votre stratégie? Et il y a une durée de contrat de régulation. Peut-être que vous l'avez abordé, parce que j'ai un tout petit peu de retard du fait que je présidais un groupe d'amitié France-Arménie. Que pensez-vous de cette durée? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je... Oui, vas-y.
Oui, Monsieur le Président, merci. Monsieur le candidat, vous avez évoqué dans vos propos l'aménagement du territoire. Donc ça tombe bien, je voulais, bien évidemment, quand on dit aménagement du territoire, on pense à l'ensemble du territoire français métropolitain et outre-mer, bien évidemment. À cet effet, je voulais vous poser la question, comment envisagez-vous de renforcer les liens entre ADP et les aéroports régionaux afin d'accompagner la décentralisation et l'aménagement de ce territoire? Quels sont les leviers que vous pourriez actionner pour favoriser un développement plus équilibré du trafic aérien en France? Et seriez-vous prêt, si vous êtes nommé, à engager un dialogue avec les collectivités territoriales et les acteurs économiques régionaux? Alors, plus concrètement, je vais parler d'un dossier qui est cher, voire très cher, au cœur des Marnais. C'est la plateforme aéroportuaire de Vatry. Je l'ai déjà, dans cet hémicycle, évoqué. Seriez-vous favorable à un partenariat entre ADP et l'aéroport de Vatry afin de dynamiser le trafic aérien régional et alléger celui de Paris? Seriez-vous disposé à engager une réflexion commune sur l'intégration de Vatry dans une stratégie logistique élargie, notamment en matière de fret aérien? Je rappelle que l'aéroport de Vatry est doté d'infrastructures adaptées au fret et à l'aviation d'affaires. Et selon vous, il peut y avoir un rôle complémentaire entre ADP pour décongestionner des plateformes comme Roissy, Charles de Gaulle ou Orly? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Y a-t-il d'autres demandes de parole avant que je donne la parole au candidat pour qu'il puisse répondre aux nombreuses questions? Vous avez la parole, monsieur le candidat. Bon, merci, messieurs les sénateurs, pour ces nombreuses questions. Je vais essayer de les prendre par thématique, certaines questions étant communes, en commençant par la plus importante, donc celle sur les nuisances sonores. Les nuisances sonores sont au cœur des priorités du groupe ADP depuis déjà de nombreuses années. Nous connaissons les nuisances de nos activités, nous connaissons les impacts sur la riverainneté. Bon nombre de salariés y vivent et nous sommes en contact permanent avec l'ensemble des élus et des associations sur ces sujets-là. C'est un sujet qui est complexe, un sujet sur lequel nous avons déjà engagé un certain nombre d'actions et sur lequel, bien entendu, il nous faudra poursuivre et accélérer. Pour reprendre les choses de manière très analytique et très claire, le premier levier, l'un des plus puissants sur le bruit, c'est de le traiter à la source et donc de changer et de renouveler les flottes avions. Quand vous changez, vous passez d'un A320 à un A320 Neo, vous baissez globalement de 30%, c'est le bruit qu'il peut émettre. Ces flottes avions, c'est une politique des compagnies aériennes, mais elles peuvent être accentuées, accompagnées, notamment par des modulations tarifaires de notre part. Nous avons d'ores et déjà mis en place ces modulations tarifaires, mais il nous faudra certainement les revoir au fur et à mesure du renouvellement de ces flottes, avec une pénalisation des avions les plus bruyants à hauteur de 40% de redevances en plus le jour, 50% la nuit. Nous avons aussi, sur ces flottes, une démarche un peu plus globale avec des engagements, je pense notamment à votre question sur le cargo, des engagements forts d'un certain nombre d'acteurs et au premier rang desquels FedEx qui s'engage et qui s'est d'ores et déjà engagé à renouveler ses flottes. Le deuxième élément important après le renouvellement des flottes, c'est les trajectoires. Ces trajectoires, elles sont vous savez, aujourd'hui en cours d'être travaillées, notamment via l'étude d'impact selon l'approche équilibrée, travaillées à Orly. Elles devront être également travaillées à CDG. La mise en place de descentes continues a un impact significatif sur le bruit, dans la mesure où vous organisez un seul et même tracé qui est piloté et qui, du coup, empêche toute forme de changement de trajectoire ou de remise de gaz. Ça, c'est le premier. Vous pouvez aussi accompagner les trajectoires, mais à la montée, pour essayer d'avoir des montées qui soient mieux pilotées et moins émetteurs de bruit. Et enfin, vous avez un groupe de travail qui est en cours et sur lequel il faut que nous travaillions encore, qui est
un élément technique, mais quand même à son importance, c'est la sortie du train d'atterrissage de l'avion, qui, plus il est tardif, mieux c'est pour les territoires environnants. Ça, c'est le deuxième levier le plus puissant. Vous avez un troisième levier, qui est l'insonorisation. Nous avons, depuis 10 ans, insonorisé plus de 74 000 logements en utilisant la taxe sur les nuisances sonores aériennes. 74 000 logements pour globalement 740 millions d'euros. Il nous reste 36 000 logements à insonoriser dans la zone identifiée, éligible à ces aides. Les moyens sont là. En revanche, on a un certain nombre de freins, ce qui fait d'ailleurs référence à une question du rapporteur, de freins réglementaires législatifs. Ces freins, premièrement, c'est que la taxe ne prend en charge que 80% du montant de l'isolation. Le reste à charge, ces 20%, peuvent représenter des sommes qui sont significatives au jour d'aujourd'hui pour un certain nombre de riverains. Notamment, par exemple, pour un petit pavillon de 3 à 5 pièces, le reste à charge peut être de 3 000 à 5 000, voire 6 000 euros. C'est parfois beaucoup trop pour que l'habitant, le riverain, se décide. Les autres freins réglementaires, c'est la difficulté administrative de gérer ce processus, notamment pour des immeubles collectifs, ou pour du bâti qui est ancien et qui est soumis à autorisation des bâtiments de France. Vous avez aussi un certain nombre de freins qui sont liés au fait que ces logements ont pu être déjà isolés et ne sont de fait plus éligibles, alors même que les fenêtres isolantes aujourd'hui sont de technologie plus forte et meilleure qu'hier. Ça, c'est un sujet sur lequel nous voulons avancer. Nous pouvons avancer. C'est facile. Mais il nous faut lever ces freins législatifs et réglementaires. Le quatrième sujet, c'est les restrictions opérationnelles. Vous l'avez évoqué, c'est le couvre-feu, c'est la limitation du nombre de mouvements. Ces restrictions opérationnelles, dans la vision que j'ai, ne doivent venir qu'à la fin. Et si l'ensemble des autres facteurs ne sont pas honorés ou n'ont pas d'effet. Il ne faut pas se tromper de combat. Le combat, ça n'est pas de réduire le volume de transport aérien, c'est d'éviter qu'il nuise aussi bien en bruit qu'en émissions de carbone. C'est ça le combat. Et plus vous allez affecter au modèle économique des compagnies aériennes, vous faites une demi-heure de couvre-feu en plus, c'est une rotation de moins pour l'avion sur la plateforme. Donc c'est un à-coup. C'est un à-coup pour la compagnie aérienne, c'est aussi un à-coup pour l'aéroport. C'est moins d'emplois basés, puisque votre avion ne va pas dormir à Paris. Donc le combat des restrictions opérationnelles n'est pas forcément la bonne solution pour nous, de notre point de vue. Le meilleur combat, c'est le renouvellement des flottes, c'est les trajectoires, c'est l'isolation. Voilà pour ce point un petit peu détaillé sur les nuisances sonores. Je termine par un point qui est important, c'est bien entendu les sanctions, et notamment les sanctions apportées par la CNUSA. Et oui, nous sommes favorables à un durcissement sévère des sanctions telles que le propose la CNUSA. Nous sommes aussi pour une application. Il faut relever les sanctions, mais aussi il faut les appliquer. Il faut les appliquer au plafond tel qu'il est prévu, de telle manière à essayer de réduire ces comportements contrevenant au couvre-feu et au couvre-feu notamment à Orly. Voilà pour le point sur les nuisances sonores. Deuxième série de questions sur la décarbonation et la feuille de route sur la décarbonation. Il y a 3 éléments majeurs pour le groupe ADP. Il y a la décarbonation de son exploitation, qui est un sujet souvent très visible, sur lequel je vais revenir. Il y a la décarbonation de la construction des nouvelles infrastructures, un sujet qui est moins connu, moins dans le radar, mais qui est tout aussi important. Et puis, il y a le troisième élément de décarbonation, qui est le secteur.
secteur aérien, notamment dans l'ensemble des opérations aériennes. Si je commence par le troisième, et ça, le Sénat le sait mieux que personne, la clé, c'est le développement des carburants durables. J'en profite là aussi pour répondre à un certain nombre de questions. Les carburants durables sont le premier levier de décarbonation du secteur. C'est globalement 60% d'émissions en moins. Quand vous comparez juste les émissions du kérosène classique d'aujourd'hui avec les émissions de carburant durable, vous baissez de 80 à 90%. Donc ça a un effet qui est systémique. Deuxième avantage, c'est que toutes les infrastructures sont là. On n'a pas besoin de nouvelles infrastructures pour intégrer de plus en plus les carburants durables dans le refueling des avions d'aujourd'hui. Et donc, l'infrastructure est là, la technologie est là. La question, c'est la massification, et ça, vous l'avez bien abordé. Et cette massification, elle suppose qu'il y ait une filière qui soit structurée. Et force est de constater que cette filière se structure aux États-Unis notamment, avec des investissements qui sont massifs, de telle manière que les États-Unis deviennent le leader mondial des carburants durables, et qu'au sein à la fois de l'Europe et aussi de la réglementation française, on a plutôt tendance à vouloir réglementer, inciter, encadrer, plutôt qu'à structurer une filière industrielle. Et sachez que c'est un point qui est majeur pour nous, le groupe ADP, et nous allons essayer de prendre un certain nombre d'initiatives pour accélérer cette filière industrielle sur les carburants durables, aussi bien au niveau européen, par de la pédagogie, par un certain nombre d'éléments tangibles, qu'en France. La décarbonation du secteur, c'est aussi l'avion électrique. Je l'ai abordé dans mon propos liminaire. L'avion électrique, aujourd'hui, pouvait paraître comme anodin. On a quand même une innovation française qui est majeure. Cette innovation, aujourd'hui, elle porte sur des avions de 3 à 4 places. C'est peu. Mais on sait que très vite, elle va porter sur des avions de 19 places. C'est déjà suffisant pour ouvrir des lignes aériennes, notamment auprès des territoires. Et puis très vite, des avions de 30 ou 40 places, si la technologie le permet. Elle est accessible, elle est là. Un avion électrique, c'est moins de bruit et c'est quasiment pas d'émissions. Donc c'est un élément qui est aussi majeur dans cette stratégie. Enfin, vous pourrez avoir un jour l'hydrogène. Alors, je reviens sur la question qui m'a été posée. L'hydrogène, c'est important quand on regarde juste la partie aérienne. Et effectivement, Airbus a annoncé un retard, un différé dans sa technologie, ses travaux. Mais l'hydrogène, c'est aussi l'hydrogène qui est au sol. Et l'hydrogène au sol, c'est non seulement de l'hydrogène pour l'aéroport, mais c'est aussi de l'hydrogène pour les territoires aux alentours. Une flotte de véhicules à l'hydrogène suppose une infrastructure dédiée. Et pour ça, il faut de la place. Sur les aéroports, nous avons de la place et nous pouvons mettre en place ce dispositif de telle manière qu'il irrigue tous les territoires environnants. Nous avons une réserve foncière sur l'hydrogène de 30 hectares à CDG, de 20 hectares à Orly. J'en profite aussi pour dire, et ça, pour répondre notamment à l'une des questions qui étaient posées sur est-ce que cette stratégie de décarbonation elle est uniquement nationale ou est-ce qu'elle est internationale compte tenu de nos autres plateformes? Oui, elle est internationale. On a déjà des initiatives en matière de carburant durable à Santiago du Chili, comme nous en avons en Turquie, et nous avons une JV spécifique avec une initiative spécifique avec les acteurs indiens, mais aussi des acteurs français en Inde, notamment Airbus, à Delhi. Donc cette approche du groupe, elle est globale. Sur la décarbonation, et pour revenir sur les sujets très, très clés qui sont à la main, et exclusivement à la main de l'aéroport, déjà sur la décarbonation de l'exploitation. Le premier élément de la décarbonation d'exploitation, c'est l'approvisionnement en énergie. Nous avons développé la géothermie à Orly, nous sommes en train de la développer à CDG. Vous voyez le chantier, quand vous arrivez, c'est assez visible. Le puits est en train d'être perforé. C'est des éléments qui sont déterminants pour nous. Nous avons mis en place des PPA pour disposer de l'énergie solaire. Nous allons
accélérer sur le solaire, notamment en élargissant cette stratégie de PPA, mais également en implantant sur nos plateformes du solaire. Nous avons des importants parkings au large. Vous savez qu'il faut, et c'est la réglementation, les mettre en conformité pour y poser des panneaux solaires sur des ombrières. Et ce sujet est pris à bras-le-corps et nous allons accélérer. Une fois que vous avez l'énergie, il faut avoir votre flotte qui est électrique. Cette flotte, elle est en cours d'être transformée et nous avons pour objectif d'avoir 100% de véhicules électriques sur nos plateformes en 2027. Aujourd'hui, on est quasiment, pour certaines plateformes, à plus de 50% de flotte déjà électrique. L'exploitation, c'est aussi le roulage avion. Faire en sorte que soit l'avion n'utilise pas ses 2 moteurs pour rouler, mais un seul, ou alors soit tracté par un taxi-boat, un tracteur électrique, jusqu'au seuil de piste. Et puis plus généralement, l'exploitation, c'est l'ensemble des initiatives que nous pourrons prendre de telle manière à réduire ces émissions. Et là-dessus, sachez bien que l'entreprise est très, très engagée. Il y a enfin la construction. Nous sommes un gestionnaire d'infrastructures. Nous construisons. CDG, c'est 3500 bâtiments. Et donc, la décarbonation passe par notre volonté de construire de manière durable. Nous sommes en train de travailler sur une possible certification de ces modes de construction. Nous sommes aussi en train de développer toute la partie recyclage des matériaux sur place. Nous avons, par exemple, refait des pistes en utilisant les matériaux de la piste elle-même que nous devions rénover. Nous avons également labellisé un certain nombre de structures pour du réemploi. C'est le cas du Green Lab, notamment à Orly. Et enfin, nous souhaitons nous engager pleinement dans une initiative RE 2020, qui est une initiative où l'ensemble de la réglementation sur les bâtiments aéroportuaires serait soumise à des exigences environnementales importantes. Voilà pour cette deuxième thématique. Après les nuisances sonores, nous avons donc la décarbonation. La troisième grande série de questions, c'est sur le contrat de régulation économique. Un contrat de régulation économique, c'est un contrat qui est signé entre l'exploitant aéroportuaire, en l'occurrence ADP, et l'État. Ce contrat de régulation économique, il suppose l'accord préalable de l'autorité de régulation des transports. Aujourd'hui, ce contrat, il ne peut être que pour 5 ans. La loi prévoit que le contrat de régulation est au maximum 5 ans. Quels sont les avantages d'un contrat de régulation économique? Déjà, c'est la visibilité sur le long terme, 5 ans, peut-être plus, nous l'espérons. Nous plaidons pour 10 ans, je vais y revenir. De telle manière à pouvoir se lancer dans des investissements qui sont structurants, en ayant un modèle économique qui a été établi en avance, en accord avec l'État et le régulateur. Un contrat de régulation économique, c'est ce que je disais dans mon propos liminaire, c'est l'occasion de mettre tout le monde autour de la table, d'associer tout le monde dans un projet qui est collectif. C'est un projet industriel. Ce contrat de régulation économique, il est la possibilité pour ADP d'augmenter très significativement ses investissements en ayant la garantie d'un équilibre économique in fine. Alors, ce contrat de régulation économique, il suppose à peu près 2 ans de préparation. 1 an en interne, 1 an de procédure administrative. 1 an et demi aujourd'hui, mais nous l'espérons que la DGAC va prendre ses mesures réglementaires de telle manière à réduire de quelques mois cette procédure-là. Donc, vous voyez que négocier 2 ans pour un contrat de 5 ans suppose d'avoir globalement un équilibre et un projet industriel sur 7 ans, dont 2 ans où vous êtes en négociation. Ce contrat de régulation économique, l'entreprise en a connu.
J'en ai moi-même négocié un, et on a commencé à tenter de lancer le CRE 4 avant le Covid. Aujourd'hui, il est souhaitable, il est même nécessaire. Il est nécessaire parce que nos plateformes supposent de rentrer dans une nouvelle phase de développement et d'investissement pour la décarbonation, mais aussi pour le hub d'Air France. Cette phase d'investissement, elle va avoir pour caractéristique, dès lors que maintenant le terminal 4 n'est plus à l'ordre du jour, de s'étaler sur 10 à 15 ans. Et pour lancer ce type de plan d'investissement sur 10 ou 15 ans, il nous faut plusieurs autorisations environnementales. Ces autorisations environnementales, c'est des procédures administratives qui sont lourdes, qui prennent du temps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si nous avons un contrat de régulation économique sur 5 ans, nous ne sommes pas certains d'avoir la totalité des autorisations administratives sur la même période. Donc, nous ne sommes pas certains du volume d'investissement que nous allons pouvoir réaliser. Dès lors que nous ne sommes pas certains, nous allons avoir tendance à vouloir découper ce plan d'investissement, ce qui fait que vous allez avoir des stop and go, notamment pour les compagnies aériennes et pour Air France. Ça n'est pas souhaitable. Il faut partir sur un plan de long terme, de telle manière à mettre en place une stratégie de long terme d'investissement et d'amélioration du hub. C'est aussi ça que demande Ben Smith. C'est cette visibilité. C'est sûr que pour une compagnie aérienne, la compagnie aérienne, elle vit à la saison aéronautique suivante, ou encore à la suivante, elle vit sur 2 ou 3 ans. Et quand vous dites, oui, c'est vrai, il nous faut des postes au contact, vous avez raison, M. Ben Smith, on a pu s'en parler au téléphone, il a raison. Le problème, c'est que nous, il nous faut déjà 2 à 3 ans d'autorisation administrative, 3 à 4 ans, 7 ans parfois pour construire l'infrastructure, donc il nous faut 10 ans, 12 ans. Et on nous dit, le contrat de régulation économique, c'est 5 ans. Ça n'est pas possible. En fait, on vit dans des espaces-temps qui sont différents, donc il faut que, si on veut avancer et avancer vite, il nous faut plus de visibilité. Voilà pour le contrat de régulation économique. Sur la stratégie à l'international. La stratégie à l'international, elle est le souhait d'une projection de savoir-faire. Elle est aussi le souhait d'un équilibre économique global de nos activités. C'est la conjugaison des deux qui justifie qu'une entreprise comme ADP, qui est une entreprise qui exploite des actifs stratégiques en France, se projette. Cette projection, elle suppose la combinaison de ces deux éléments. La projection d'un savoir-faire et un équilibre économique. Cette projection, une fois que vous lancez dans le développement international, au début ça coûte et après ça rapporte. Cette projection, elle s'est largement intensifiée en 2017 avec la prise de contrôle de TAV Airport en Turquie, en 2020 avec la montée au capital de GMR Airport en Inde, et elle porte en elle un développement autonome. TAV en Turquie peut se développer de manière autonome au Moyen-Orient, en Asie centrale. GMR en Inde peut se développer de manière autonome en Inde et en Asie du Sud-Est. Et c'est ce développement-là qui va donner un équilibre global à ADP, de telle manière que cette contribution soit aussi mobilisable à Paris. Nous rentrons dans un cycle qui va être un peu plus parisien que le cycle passé. Nos défis économiques, la valeur qui doit être créée pour l'entreprise est parisienne essentiellement dans les prochaines années. Ça n'exclut pas un développement international, bien au contraire, dès lors qu'il est mesuré et dès lors qu'il est bien en cohérence avec la trajectoire industrielle et financière globale du groupe. La stratégie qui consiste à d'abord faire en sorte que TAV et GMR se développent par elles-mêmes avant que ADP Maison Mère contribue est une stratégie qui est gagnante pour tout le monde. Si on attaque les autres questions, le dimanche à Orly. Donc, le dimanche à Orly, effectivement, c'est un rêve qui, aujourd'hui, pour des motifs de sûreté, est plus difficile. Vous pouvez toujours accéder aux terrasses, mais elles sont très sécurisées. Vous perdez un peu le côté magique, mais elles sont ouvertes. Vous pouvez monter.
Les riverains, eux, peuvent être accueillis au cœur de la plateforme, notamment avec le nouveau Green Lab qui a été mis en place, qui est vraiment au cœur, au-dessus de la station de la ligne 14, de telle manière à venir à Orly, et je vous invite à y venir. Si vous souhaitez visiter la plateforme, vous êtes naturellement les bienvenus. Sur le trafic, les lignes intérieures, d'Air France. Alors, effectivement, Air France a fait un choix industriel qui est lourd, qui est de se désengager pour l'essentiel d'Orly, quasi totalement, sauf la ligne avec la Corse, les lignes avec la Corse. J'ai dit l'outre-mer à l'Assemblée nationale, c'est une bêtise, hein, je préfère le dire, c'est bien la Corse. Pour autant, c'est un choix qui est industriel d'Air France. Air France a rendu ses créneaux, a donné ses créneaux à sa filiale Transavia, qui a choisi soit de conserver les lignes intérieures, soit d'ouvrir des lignes européennes, voire des lignes à l'international, notamment en Afrique du Nord. C'est un choix d'Air France. Air France, c'est notre client. Nous avons une mission de service public, c'est d'accompagner notre client sur le développement de sa stratégie. Pour autant, deux éléments importants. La première, c'est que nous poussons l'intermodalité. Et donc, oui, l'avion n'est pas l'ennemi du train et le train n'est pas l'ennemi de l'avion. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que notre rôle, c'est de veiller à la connectivité des plateformes, de CDG comme d'Orly. Et lorsque c'est possible, d'encourager, d'accompagner, nous actionnons ces différents leviers de telle manière à veiller à ce que chacune des plateformes ait bien une desserte qui corresponde aux besoins des passagers et de la population. Sur les questions relatives au trafic et à l'avenir du trafic à Paris. Peut-être sur le long terme, il faut déjà revenir sur l'historique. L'historique d'ADP, c'est globalement une hausse du trafic de 2 à 2,5% tous les ans. Globalement, les bonnes années, 2,5%, ça fait à peu près 2,5-3 millions de passagers. Ça nous faisait que tous les 2 ans et demi, il fallait développer des infrastructures aéroportuaires de l'équivalent de l'aéroport de Marseille. Donc l'entreprise était en tension et en tension très forte. Cette tension, elle est aujourd'hui masquée par le fait que notre trafic à Paris n'est pas encore totalement revenu par rapport au niveau d'avant-crise. Il reviendra en 2026. Ce trafic, il va tendanciellement rester à la hausse, mais de manière moins dynamique. Moins dynamique principalement du fait de la hausse des prix des billets d'avion, importantes, qui sont liées à 2 facteurs. Le premier, c'est l'intégration future et qui s'accélère des carburants durables. Et en ce sens, il peut y avoir un modèle économique là-dessus. Le deuxième, un peu plus nouveau, mais tout aussi massif, c'est la hausse des taxes sur les billets d'avion et plus généralement de la fiscalité sur l'aérien, qui est importante. Quand vous avez une taxe sur les infrastructures de longue distance qui se répercute sur les redevances aéroportuaires, vous avez une hausse du prix des billets. Quand vous avez une hausse mécanique de la taxe de solidarité sur les billets d'avion, vous avez une hausse. Donc vous avez à la fin un impact sur la demande. Idéalement, il aurait fallu que cet impact sur la demande ne soit que le fait de la décarbonation et pas le fait de la fiscalité. On peut encore réconcilier les deux, dans la mesure où le produit de la taxe pourrait être affecté, certes aux ferroviaires, mais aux ferroviaires qui nourrissent l'intermodalité. La création du barreau Massy-Valenton pour le TGV, Roissy-Picardie. Voilà. Ça, ce serait une stratégie gagnante pour tout le monde, pour l'aérien et pour le ferroviaire. Alors, cette hausse du trafic, elle va quand même rester de 1 à 1,5% sur le long terme, ce qui est beaucoup, déjà. 1 à 1,5%, donc avec une tension sur le développement de nos plateformes. Comment allons-nous nous développer? Et ce sera le projet CDG 2050. La première chose, c'est qu'on
et dans une logique de développement durable, c'est qu'on optimise notre trafic en étendant nos capacités aéroportuaires dans les murs. Accueillir plus de trafic dans les mêmes terminaux. Ça suppose de la smartisation, c'est-à-dire de l'accompagnement d'un trafic, du parcours passager de manière plus fluide, grâce notamment à la biométrie, par exemple. Ça suppose des optimisations de post-avions. La deuxième étape, c'est d'étendre les bâtiments existants, les adapter. Et ça va être notamment le cas à Orly, mais aussi à CDG. Étendre les bâtiments existants, notamment en étendant, par exemple, une partie du terminal 2E et de telle manière en faire le lien avec la gare multimodale. Vous accompagnez la multimodalité, en même temps, vous étendez votre bâtiment et vous ne construisez pas de la surcapacité. Et le troisième temps, c'est de construire de nouvelles infrastructures au fur et à mesure du besoin du trafic. C'est pour ça que le terminal 4 a été arrêté. Construire un seul bâtiment pour 40 à 50 millions de passagers, alors que le trafic va arriver petit à petit et qu'on a des préoccupations environnementales à tenir, il faut que nous accompagnions par des blocs de 10 à 15 millions de passagers au fur et à mesure. Ça, c'est la mise en place de nouvelles salles d'embarquement qui sont interconnectées par des petits métros intérieurs. Voilà pour cette stratégie de CDG 2050. Alors, vous m'avez interrogé sur l'endettement de l'entreprise. L'endettement de l'entreprise à ce stade, quand vous comparez le groupe ADP par rapport à l'ensemble de ses concurrents, vous voyez que son endettement est dans la moyenne basse. Nous sommes relativement peu endettés. D'ailleurs, comme société cotée, nous avons souvent un certain nombre d'actionnaires minoritaires qui nous disent qu'il faudrait qu'on s'endette plus. Bon. Aujourd'hui, il nous paraît que l'équilibre à date est trouvé et qu'il faut poursuivre cette stratégie de désendettement. Poursuivre cette stratégie de désendettement tout en investissant 50% de plus par an que les années précédentes. Ça met une tension dans l'entreprise. Cette tension, elle est gérable au regard de la dynamique qui est la nôtre, notamment de trafic et du caractère pluriactivité de notre groupe. Nous avons l'aérien, nous avons aussi les commerces, nous avons l'immobilier et nous avons l'international. Quand je vous dis, et quand j'ai dit dans mon propos liminaire que c'était bien la conjugaison de ces différents piliers qui faisait l'équilibre économique de l'entreprise et qui faisait que c'était une entreprise en croissance, qui avait les moyens de financer ses investissements sans recourir à de l'argent public, c'est bien le cas. Sans recourir à l'argent public, tout en délivrant une performance équivalente à celle souhaitée d'une entreprise cotée. Sur le déploiement des technologies de type APU. Alors, la question m'a été posée. Tout ça est en cours de déploiement. Orly est en tête comme démonstrateur. Il se développe très, très largement. Nous avons pour ambition de généraliser ces dispositifs dans les toutes prochaines années, d'ici 2 à 3 ans. CDG fermant le banc. Voilà pour, je pense avoir fait l'essentiel des questions. Il reste une question sur le management de M. Berzin. Donc, dans mon propos liminaire, j'ai dit que l'une des motivations, la principale motivation, c'était cette équipe de passionnés. Il y a une équipe de passionnés. Il y aura effectivement une équipe qui va se structurer avec une directrice générale déléguée qui sera désignée dans la foulée de ma nomination et une équipe qui va se structurer rapidement pour remplacer, pour déjà me remplacer, et puis remplacer la nouvelle numéro 2. Voilà pour cette équipe. Cette équipe, elle a une dynamique et elle en a sous le pied. Et elle n'a qu'une seule envie, c'est d'accélérer. Et donc, nous allons accélérer ensemble. Voilà, merci, Monsieur le Président. Merci. Est-ce qu'il y a des compléments de questions que vous auriez posées aux candidats? Non, je n'en vois pas. Bien, eh bien, je vais vous remercier. Et puis, ma foi, chacune et chacun viendra voter. Et puis, on dépouillera à l'issue.
puisque vous êtes allé à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci.